soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant. C'est l'heure de votre grand dossier qu'on a décidé d'intituler aujourd'hui « Benyamin Netanyahou peut-il faire capoter l'accord entre Téhéran et Washington ?» alors que l'Iran vient de menacer de faire, j'allais dire, et de rompre les pourparlers, les discussions avec les États-Unis. On va d'ailleurs tout de suite se rendre à Washington où nous attend notre correspondante pour TF1 et LCI, Sonia Dridi. On rappelle aussi qu'aujourd'hui, ce dimanche, ce sont les 80 ans de Donald Trump, qu'il avait prévu un événement XXL. Est-ce que, Sonia, la fête est gâchée? Est-ce qu'on a déjà une réaction ou pas du président américain? Alors, pas encore de réaction de Donald Trump, mais selon un correspondant de Fox News, les frappes israéliennes à Beyrouth compliquent la finalisation d'un accord. Un diplomate qui est impliqué dans les négociations a déclaré à Fox News c'est une tentative claire de la part d'Israël de saboter l'accord du président Donald Trump, qui avait assuré hier sur son réseau social Truth qu'un accord serait signé aujourd'hui, a priori selon les médias américains, de façon virtuelle, une signature électronique, en ce jour qui, comme vous l'avez dit, il y a un grand événement organisé à la Maison-Blanche pour les 80 ans de Donald Trump avec ce combat MMA. Merci beaucoup Sonia, on reviendra bien évidemment vers vous au cours de ce grand dossier. Je vous présente tous nos invités qui vont m'accompagner pendant cette heure. Xavier de Giacomoni qui nous a rejoint, qui est même resté avec nous, éditorialiste international de LCI. Elisabeth Shepard-Selam, maître de conférence et directrice du programme politique et relations internationales à l'université de Tours. Merci. Marc Semo, bonjour, journaliste spécialisé dans les questions internationales, auteur de 100 questions sur la géopolitique, c'est aux éditions Talendier. Avec nous également Romuald Siora, bonjour, et essayiste, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis à l'IRIS, auteur de America 250. Et c'est aux éditions Les Nouveaux Éditeurs. Et puis aussi, il vient avec son livre, à chaque fois, c'est un plaisir de le montrer à l'écran, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, professeur de stratégie à Sciences Po et HEC, stratégie, les essentiels. Je pense que ça va nous servir aujourd'hui aussi, vu la situation dans laquelle on se trouve. Ça sert tous les jours. Donald Trump n'a pas dû le lire, en fait. Non, à mon avis. Certains disent qu'il ne sait pas lire. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est notre sujet. On va rester effectivement sur le nôtre. Je vous rappelle le thème de ce grand dossier. Benyamin Netanyahou peut-il faire capoter cet accord entre les États-Unis et l'Iran? Regardez notamment ces images. Tout est parti en quelque sorte de là pour avoir cette expression de la part des Iraniens. C'est cette frappe qui a eu lieu notamment à Beyrouth. Nous sommes au Liban. Vous le savez, l'armée israélienne Tsahal bombarde notamment le sud du Liban. C'est le fief du Hezbollah. On va d'ailleurs sans plus tarder retrouver notre correspondant Arthur Saradin au Liban. Arthur, que s'est-il passé exactement ? Oui, on se trouve ici dans la banlieue sud de Beyrouth devant cette frappe qui a touché un appartement donc dans ce quartier de Rubairi. Plusieurs personnes ont été tuées, 3 selon un premier bilan provisoire. L'armée israélienne dit avoir tiré 4 missiles avec 2 avions de chasse sur l'immeuble derrière moi. Alors maintenant, à savoir si cette frappe qui est assez inédite dans la banlieue sud, qui est relativement épargnée depuis l'entrée en vigueur du dernier cessez-le-feu d'avril 2026, si cette nouvelle frappe israélienne va pouvoir mettre en péril le cessez-le-feu qui était annoncé par les autorités. On se souvient d'ailleurs qu'il y a 2 semaines, un même assassinat dans cette banlieue avait provoqué l'ire de l'Iran qui avait tiré des roquettes sur le nord israélien en riposte. Aujourd'hui, le président du Parlement iranien et d'autres officiels iraniens menacent de se retirer des négociations à demi-mot. Donald Trump s'était inquiété il y a 2 semaines d'un épisode similaire et forcément on imagine l'administration américaine s'inquiéter aujourd'hui de cette escalade, alors que dans le même temps, au Liban, les bombardements continuent dans le sud du pays avec des épisodes d'invasion qui vont de plus en plus au nord de cette ligne jaune qui avait été installée par l'armée israélienne. Le Hezbollah pour l'instant n'a pas fait de communiqué ni dit s'il allait riposter, mais il est certain que cette situation met en danger les négociations en cours alors qu'un accord paraissait imminent incluant le Liban dans un cessez-le-feu régional.
Merci Arthur Saradin. Vous le savez, c'est sur LCI que vous pouvez vivre et suivre l'évolution de cette guerre au Moyen-Orient avec à chaque fois les toutes dernières déclarations. Je vous disais tout à l'heure, si vous étiez avec nous, que selon le média américain Axios, Washington avait été prévenu par Israël de cette frappe à Beyrouth il y a quelques instants. Voici ce que vient de déclarer, donc il y a quelques secondes à peine, le président américain sur son propre réseau social. Cela n'aurait jamais dû arriver, parlant de cette frappe à Beyrouth sur le Liban. Elisabeth, qu'est-ce qu'il faut comprendre là ? Alors, il faut comprendre plusieurs choses aujourd'hui. Enfin, il y a différentes façons de prendre ce qui se passe. Et, comme on disait juste avant, Axios et aussi l'armée israélienne indiquent que les Américains ont été prévenus avant la frappe donc à Beyrouth. On a parlé tout à l'heure du fait que peut-être les Iraniens voulaient faire capoter, qu'ils utilisaient ça comme une excuse. On peut aussi imaginer que les Américains, vu les termes et les divergences entre les deux parties, aussi, on peut utiliser ça aujourd'hui comme excuse pour pas signer en état c'est un memorandum of understanding, donc c'est pas véritablement un accord. Pourquoi ? Parce que effectivement, on se rend compte au fur et à mesure des 39 ou 40, on est proche d'un accord qu'en réalité les deux côtés veulent des choses très différentes. On a vu encore Donald Trump dire détroit d'Ormuz sans péage, sans frais, et les Iraniens dire à peu près l'opposé. J'ajoute que mot supplémentaire dans ce message posté par Donald Trump sur son propre réseau social, il dit « Il ne devrait plus y avoir d'attaque israélienne nulle part au Liban ». Voilà ce qu'il complète. Les mots sont quand même très très fermes. Les mots sont fermes, Xavier. Oui, les mots sont très très fermes. Alors, ce qu'il faut comprendre dans l'histoire de ce qui s'est passé, pour tout comprendre, et il faut revenir à ce matin où le Hezbollah a envoyé 3 drones au-dessus de la frontière nord d'Israël, en Galilée. Les 3 drones n'ont pas fait de dégâts, n'ont pas fait de victimes, mais ça a été interprété par les Israéliens comme une agression. Et d'ailleurs, Benjamin Netanyahou avait prévenu, à chaque fois qu'il y aura un franchissement de la frontière par des drones, on parle pas des combats au Liban, où l'armée israélienne perd quand même beaucoup d'hommes depuis le cessez-le-feu, plus d'ailleurs que pendant la guerre, ça peut paraître un peu paradoxal, et il y a eu la réplique quasi instantanée des Israéliens. Quand les Israéliens disent « on a prévenu Washington », souvent, dans le passé, là je sais pas, mais souvent dans le passé, ils préviennent Washington au moment où le pilote du F-16 appuie sur le bouton qui déclenche le largage de la bombe. C'est toujours un peu au dernier moment. Quand on lit Donald Trump sur son réseau social, on a quand même l'impression qu'une nouvelle fois, il est pas ravi, il n'insulte pas Benjamin Netanyahou, mais on verra plus tard. On se rend tout de suite à Téhéran, en Iran, où nous attend le correspondant de France 24 et RFI, Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh, on l'a appris effectivement, l'Iran qui menace de stopper les négociations, avec pourquoi pas aussi, vous allez nous le dire, des ripostes à venir. Oui, absolument. Tout d'abord, il y a eu la déclaration de Mohammad Bagher Alibaf qui dirige l'équipe de négociateurs iraniens, qui est l'homme, la figure montante du pouvoir iranien. Il a dit si les Américains n'arrivent pas à tenir leurs engagements, il est inutile de continuer ce processus. Donc une suspension de discussions avec les Américains. Ensuite, un responsable des gardiens de la révolution est intervenu en affirmant que cette nouvelle attaque israélienne contre Beyrouth ne restera pas sans réponse, ne restera pas impunie, donc laissant entendre que l'Iran pourrait intervenir, frapper Israël. Ça pourrait être le cas, donc une frappe symbolique pour dire que si jamais les alliés de l'Iran dans la région sont visés par Israël, il y a désormais ce qu'on appelle ce concept d'unité territoriale. Si jamais un allié de l'Iran, notamment le Hezbollah ou les Houthis au Yémen, ou encore les milices chiites en Irak sont visés, eh bien l'Iran se réserve le droit de répondre directement contre Israël ou contre les États-Unis. Et cela pourrait être le cas ce soir, donc une frappe au moins symbolique de Téhéran contre l'État hébreu. Merci beaucoup Siavosh depuis Téhéran, Marc Semo. Là on voit, Trump appelle toutes les parties à la retenue. C'est aussi la suite de son message posté sur le réseau social, sur son propre réseau social, au moment où il dit ça n'aurait dû jamais avoir lieu ce qui s'est passé sur Beyrouth. Donc il appelle à la retenue toutes les parties. Il dit il n'y aura plus de frappe israélienne nulle part sur le Liban. Est-ce qu'on a un Benjamin Netanyahou qui obéit toujours à Donald Trump aujourd'hui ? Non, et là Trump devient d'une certaine façon, se décrédibilise de plus en plus par ses
nous annonce à chaque fois, nous sommes au bord d'un accord, on doit être à 42 maintenant. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un certain nombre de parties dans ce jeu complexe qui sont à fond contre un accord. Bon, il y a Israël qui ne veut pas d'un accord dans l'État, qui considère qu'il y a bien des raisons, la plupart des problèmes, des causes profondes du conflit, des causes profondes qu'on portait la guerre, la question du programme balistique, la question évidemment du programme nucléaire, le soutien aux rebelles ne sont pas réglés par l'accord, et surtout, il y a ce qui est en train de se passer au niveau du pouvoir iranien. C'est-à-dire les durs, pour faire simple, les gardiens de la révolution, et notamment celui qui est le chef de leur au niveau militaire, qui est Ahmad Vahidi, qui était un général extrêmement dur, qui avait été marginalisé même parce qu'il était trop dur, et qui représente cette aile extrêmement déterminée, qui pense qu'ils ont finalement gagné la guerre, et que c'est l'occasion ou jamais d'imposer le Liban comme une partie intégrante de tout accord, et maintenant, et c'est de ce que disait Siroch Gagi est à cet égard passionnant, aussi tous les autres proxys de l'Iran dans la région. C'est-à-dire attaquer les Houthis, c'est remettre qui attaqueraient ou qui tireraient sur des bateaux dans le détroit de Bab el-Mandeb sur la mer Rouge, etc., c'est attaquer l'Iran. Et c'est rompre l'accord. Donc on est dans une situation, en réalité, qui est quand même très délicate. C'est-à-dire, oui, l'accord est possible, il était peut-être imminent, mais il y a en même temps énormément de forces qui travaillent exactement dans le sens contraire. Donc on peut imaginer à ce niveau-là, que l'on reste dans ce qui était de fait une trêve armée et un conflit de faible intensité, avec des montées de fièvre. Dans quelle situation, aujourd'hui, là, à cette heure-là, se trouve Donald Trump ? Dans un film d'horreur, mais un véritable film d'horreur épouvantable. Le pauvre homme, on le critique suffisamment, il faut quand même un petit peu le plaindre, il se réveille ce matin pensant que ça va être un jour glorieux avec son match de gladiateur, et il se retrouve à nouveau avec ce caillou, cette pierre dans sa chaussure qui s'appelle Netanyahou. Mais ce qui est déplorable, et là je parle en tant qu'Américain, c'est de voir où en est arrivé ce pays. Bien évidemment qu'il s'agit avec cette guerre d'une défaite politique et stratégique majeure pour les États-Unis qui laissera une trace indélébile. La parole américaine est démonétisée, les États-Unis ont perdu de leur crédit comme jamais auparavant, que ce soit depuis un an, le Canada qui regarde vers l'Europe vers l'Asie, maintenant les pays du Golfe qui ont bien compris que le géant américain ne serait plus là. Et aujourd'hui, ce président qui est otage des Iraniens qui lui mettent des pressions en espérant qu'il acceptera de leur donner 12 milliards pour apposer sa signature électronique. Si Donald Trump doit céder sur ce point, il sera encore plus humilié à l'intérieur, car normalement, qui touche de l'argent après une guerre, ce ne sont pas les vaincus, mais les vainqueurs. Et puis Netanyahou, qui visiblement a brisé la chaîne et veut faire cavalier seul. Donc c'est un président qui est aujourd'hui coincé, qui va tout faire pour récupérer son deal. Je pense que le deal sera plus ou moins signé dans les prochains jours, d'ici une semaine. Je ne pense pas qu'il va y avoir à nouveau des bombardements intensifs, mais le président est dans une mauvaise passe. Général Vincent Desportes, ne gâchez pas tout, dit ce soir le président Trump, comme j'allais dire un appel lancé à l'Iran, au Liban, à Israël. Est-ce que vous pensez que ça peut être suivi des faits ? Alors, écoutez, je ne sais pas, ça fait, comme on l'a dit, 38 fois ou 42 fois, 40 fois aujourd'hui. 39, on arriverait à la 40e. On arriverait à la 40e, qui dit à peu près, au fond, la même chose. Et comme vous l'avez dit, hélas, Trump, l'action américaine, la parole de Trump n'a plus d'effet. Vous savez, à force de crier au loup en permanence, on ne croit plus au loup, et c'est exactement la même chose. Le loup, ça a été le bombardement pendant un moment donné, la destruction de la civilisation. Là, maintenant, on crie à la victoire, et la victoire, évidemment, n'arrive pas. Et non, je ne crois pas que c'est eu beaucoup d'effet. Ce qu'on a compris dès le départ, qu'on avait bien à faire depuis le 28 février à une seule opération, mais à deux guerres. Une seule opération, parce que c'était des opérations combinées, mais deux guerres. Parce que les objectifs de Netanyahou et les objectifs de Trump n'étaient pas les mêmes. Et comme d'habitude, dans une guerre de coalition, même quand on est d'accord au début, petit à petit, on diverge. Là, dès le départ, on n'était pas d'accord sur les objectifs, donc on a beaucoup divergé. On voit bien que Trump conduit désormais une guerre pour l'Amérique, pour lui-même, de manière à ne pas être ridiculisé. Netanyahou, par sous votre contrôle, conduit cette guerre pour être réélu, ne pas aller dans les tribunaux, etc. Et donc, on voit bien que les objectifs sont totalement différents, ce qu'ils étaient d'ailleurs dès le départ.
Il est bientôt 17h sur LCI. On vous retrouve, Sonia Dridi, depuis Washington, correspondante TF1 LCI. Alors, Sonia, on était ensemble il y a encore un quart d'heure. On se demandait s'il y avait déjà eu une réaction du président américain. C'était non. Les choses évoluent puisqu'il a posté un message de plusieurs lignes, j'allais dire, sur son propre réseau social. Oui, un message qui montre évidemment son immense frustration. Il le dit, il déclare: l'attaque de ce matin sur Beyrouth n'aurait pas dû se produire, en particulier en ce jour si spécial où nous sommes si proches d'un accord de paix avec l'Iran. Et puis on le rappelle aussi, évidemment, c'est son 80e anniversaire. Il y a un grand événement organisé aujourd'hui à la Maison-Blanche. Il a poursuivi: Israël a le droit de se défendre contre les menaces, mais l'attaque à laquelle il répondait était très mineure. Il déclare également que nous sommes très proches d'un accord qui apportera la paix à la région. Ne gâchons pas cela. Donc Donald Trump, qui croit encore à cet accord, ou en tout cas qui affiche toujours un certain optimisme. Le président américain, qui, on le sait, ces derniers temps a été très frustré avec le Premier ministre israélien. Lors d'un appel téléphonique récemment, il lui avait notamment déclaré: qu'est-ce que tu fous avec le Liban? Un peu plus tôt, un diplomate qui est impliqué dans les négociations a déclaré à un journaliste de Fox News que les négociations, la finalisation de cet accord cadre était compliquée avec cette attaque israélienne sur le sud de Beyrouth. Et ce diplomate ajoutait bien que le Premier ministre israélien, selon lui, était en train de saboter les efforts du président. Donc il y a une frustration, une colère même du côté de l'administration américaine. Donald Trump qui part également dans quelques heures pour le G7 en France et qui, on le sentait bien, avait envie de ne plus être plombé pour ces prochains jours par cet accord. Et cet accord, s'il est toujours signé aujourd'hui, devrait l'être de façon électronique selon les médias américains. Merci Sonia Dridi pour toutes ces précisions depuis Washington. Elisabeth, Sonia parlait de frustration. Est-ce qu'il y a aussi de la désillusion là ce soir? La désillusion par rapport à son allié Netanyahou. Alors à ce moment-là, il a très mal compris son allié et les exigences et les contraintes de son allié israélien. On se rappelle quand même qu'il est dans une année électorale. Il est déjà devant les cours. Donc c'est même pas s'il arrête la guerre, il sera devant les cours. Il témoigne assez régulièrement, même s'il essaie de s'en sortir. Il est dans une année électorale où l'opposition aussi lui pousse à répondre. Il faut le dire. Il y a beaucoup, on voit Lieberman, on voit un certain nombre d'oppositions qui sont beaucoup plus élevées que lui aujourd'hui dans les sondages, qui dit vous nous avez promis la sécurité, vous ne livrez pas. Et on a encore notamment la population du Nord où les sondages sur la confiance dans le gouvernement actuel baissent assez régulièrement parce qu'il y a cette question de vous avez fait toute une carrière sur la sécurité, mais en fait il est où la sécurité aujourd'hui? Xavier. L'obsession de Benjamin Netanyahou depuis plus de 30 ans, c'est l'Iran. C'est la menace existentielle qu'un jour, les mollahs qui ont décidé que leur objectif c'était la destruction d'Israël, puissent avoir la bombe atomique et la lancer sur Tel Aviv ou Jérusalem. Donc là, il est tout à fait dans son rôle, il continue, il va pas changer de ligne. Alors effectivement, il y a ces élections qui arrivent avec un risque pour lui qui n'est plus sur le problème de corruption, il est jugé actuellement, comme le disait Elisabeth, mais sur la commission d'enquête qui serait montée sur le 7 octobre, où visiblement il y a beaucoup de choses à regarder de très très près, et il y a une faillite en tout cas de l'État israélien pour protéger ses ressortissants. Alors ça prend plus de proportions que dans un autre État, parce que la création d'Israël, c'est justement pour protéger les Juifs après la Shoah. Donc ça a vraiment un impact extrêmement fort. Maintenant, ce que je vois, moi, de la part de l'armée israélienne à l'instant, d'abord, à nouveau des drones ont été lancés sur la frontière nord d'Israël, entre le Liban et Israël, a priori par le Hezbollah, et les mesures de sécurité sont renforcées. Donc effectivement, comme à chaque fois, l'État israélien s'attend à ce qu'il y ait une riposte de la part des Iraniens. On va voir si elle arrive ou pas, si elle est symbolique ou de plus grande ampleur, sachant tout de même qu'en termes de missiles à moyenne longue portée, donc jusqu'à Israël, 1500 km, les Iraniens sont peut-être un peu justes maintenant. Marc. Oui, il y aura cette riposte, probablement, effectivement. La question sera de voir quelle sera son ampleur. Mais je pense que là, Donald Trump est à la peine parce que, de fait,
dans cette affaire, il y a à la fois Israël et l'Iran qui mènent une guerre existentielle. Alors différente. Le pouvoir iranien directement menacé. Pour Israël, la question, c'est effectivement un Iran avec la bombe est une menace sur sa survie, alors que pour les États-Unis, c'est une guerre de choix qu'il aurait pu ne pas faire. C'est une guerre, finalement, on verra si cet accord est signé. S'il est signé dans l'État, ça aurait été une guerre. Tout ça pour ça, parce que finalement, on sera revenu à la situation d'avant le 28 février, avant avec un Iran l'accord de Vienne, avec un Iran. Alors là-dessus, on pourra en discuter. Je ne crois pas que l'Iran soit tellement renforcé. En revanche, ce qui est profondément affaibli, c'est la crédibilité des États-Unis comme puissance mondiale. C'est-à-dire, si on fait un flashback, il y a 5 mois, après le Venezuela, on peut dire que Trump est au fait de sa puissance, il avait montré capacité, etc. Aujourd'hui, l'Amérique est incapable, malgré les moyens employés, malgré sa victoire militaire, d'arriver au-delà, et c'est un échec stratégique patent qui aura des conséquences, y compris en Europe, y compris face à la Russie. Je vous donne la parole. Juste après Romuald, on va aller en Israël, rejoindre notre correspondant avec nous, Dror Even Sapir. On se posait la question, Dror, en plateau, et je vais vous la poser directement, à savoir si, après toutes ces déclarations, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, obéit toujours à Donald Trump. Manifestement, si on en croit les dernières déclarations, les derniers propos du président américain sur son réseau social, c'est pas le cas, puisque le président américain n'a pas apprécié ce raid israélien sur Beyrouth en affirmant que c'était une riposte à des tirs et des lancers de drones du Hezbollah qui finalement n'avaient pas fait tant de dégâts. Donc, en d'autres termes, la riposte israélienne était disproportionnée et elle risque, selon Trump, en ce jour si particulier, de remettre en cause la possibilité de parvenir à un accord, en tout cas un protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Maintenant, Benjamin Netanyahou sait bien qu'il ne peut pas parvenir à ses objectifs s'il coupe totalement les ponts avec Donald Trump. Il a besoin de se rappeler au bon souvenir du président américain, et c'est aussi le sens de cette frappe. Attention, c'est le message. Attention, Monsieur Trump, prenez en compte nos exigences, nos demandes dans les négociations qui vont probablement s'ouvrir si le protocole d'accord est signé entre Iraniens et Américains, notamment concernant bien évidemment la question du nucléaire, et puis refuser cette équation qui est imposée par l'Iran, à savoir ce qui se passe en Iran est lié à ce qui se passe au Liban, et la liberté de manœuvre de l'armée israélienne contre le Hezbollah doit être limitée si les Américains veulent parvenir à un accord de paix avec les Iraniens. Donc ce n'est pas une tentative de couper les ponts totalement avec Trump, mais de se rappeler au bon souvenir des Américains. C'est la manière dont on peut interpréter, dont on interprète ici ce nouveau raid de l'armée israélienne à Beyrouth. Et ici en Israël, on s'attend d'un instant à l'autre à une riposte iranienne sous forme de nouvelles salves de missiles vers le territoire israélien. Dror, juste une petite question, je l'ai posée. Je veux pas vous prendre par défaut en quelque sorte, mais on a lu ici ou là que Washington avait été prévenu par Israël de ces frappes sur le Liban. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous avez de votre côté comme information ou pas du tout ? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est le site d'information Axios qui a révélé cette information. L'armée américaine a été prévenue, mais je crois ne pas me tromper en disant qu'elle a été prévenue assez peu de temps avant que ce raid de l'aviation israélienne n'ait lieu. C'est un scénario qu'on connaît. Les Israéliens souvent préviennent au tout dernier moment leurs partenaires américains lorsqu'ils lancent des opérations, des raids importants qui pourraient avoir des conséquences cruciales sur le plan diplomatique. Alors, est-ce que cela signifie que Donald Trump, lorsqu'il tape sur les doigts de Benjamin Netanyahou en disant attention, ce raid, il est allé trop loin, surtout aujourd'hui, c'était pas le moment. Est-ce que cela signifie que finalement, c'était coordonné avec Benjamin Netanyahou? C'est ce que certains pensent. On peut peut-être le penser. J'aurais plutôt tendance à considérer que non, que Donald Trump est véritablement quelque peu agacé par cette attitude et qu'il voulait que l'accord soit signé aujourd'hui. Merci beaucoup, Dror Even Sapir, depuis Israël. Romuald Siora, on a un Donald Trump agacé là ? Écoutez, on a un Donald Trump plus qu'agacé. Je parlais de cailloux dans la chaussure, de pierres dans la chaussure. Donald Trump pensait avoir son accord aujourd'hui et visiblement, alors attention, il peut y avoir des rebondissements, mais visiblement, il ne l'aura pas aujourd'hui, plutôt dans les prochains jours. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, au-delà des nouveaux épisodes
d'aujourd'hui qui n'auront pas sur le moyen terme des répercussions quant à cet accord qui est en route, c'est un basculement historique, et ce n'est pas pour être grandiloquent que je dis cela, auquel nous sommes en train d'assister. Quant à la puissance américaine, les choses ne seront plus jamais les mêmes. Alors, cette déliquescence de la puissance américaine a commencé avec Obama en 2013, avec la fameuse ligne rouge en Syrie, que le président Obama n'avait pas respecté sa parole. Donc à partir de là, la parole américaine a commencé à être démonétisée. Mais Donald Trump aura tellement accéléré le processus depuis un an que nous nous retrouvons dans un moment de l'histoire où les États-Unis n'ont jamais été autant isolés sur la scène internationale, isolés entre guillemets, mais avec des alliés qui regardent de plus en plus ailleurs. Et, je le répète, les pays du Golfe ont bien compris que le géant américain ne serait plus jamais ce qu'il a été auparavant. Donc c'est un moment de basculement géopolitique, mais aussi historique. En quelques mots, on en reparlera bien évidemment, général. Écoutez, et si on prend un peu, parfaitement d'accord, vous dites évidemment, si on prend un peu de recul, on se dit que depuis un quart de siècle, les États-Unis jouent dans le Golfe contre leur propre camp. On se rappelle que la deuxième guerre du Golfe a redonné du pouvoir à l'Iran en créant une vaste communauté chiite dirigée par l'Iran. Donc entre la deuxième guerre du Golfe et cette guerre-là, on voit bien que quelque chose de tout à fait nouveau se trame au niveau international, mais dans la zone du Moyen-Orient, eh bien, les États-Unis sont évacués, et on a vu l'affaire de ZAU hier, qui accepte de payer l'Iran pour ne plus être bombardé, pour ne pas être grandiloquent et dire peut-être quelque chose qui va un peu au-delà de ma pensée. Quelque part, l'Empire persan est en train de se reconstituer autour du Golfe aujourd'hui. Dans un instant, et c'est un sujet aussi qui va vous intéresser, Général, on reviendra, on détaillera avec beaucoup de questions, et pour l'instant, on a peu de réponses sur le nucléaire iranien. À tout de suite dans votre grand dossier. La suite de votre grand dossier, dans un instant, le sujet du nucléaire iranien. On se posera beaucoup de questions, on tentera aussi d'y répondre. Mais tout d'abord, le rappel des titres essentiels de l'actualité. Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone mercredi avec les parents de Liana. Information de la dépêche du midi que LCI peut vous confirmer. La première dame, Brigitte Macron, a également participé à l'échange. Le président de la République qui sera demain l'invité du journal de 13h de TF1, interview exclusive. Emmanuel Macron répondra depuis Évian, où se déroule le sommet du G7, en direct aux questions de Marie-Sophie Lacaro. Et puis le Royaume-Uni intercepte un pétrolier de la flotte fantôme russe dans la Manche. Cela en étroite collaboration avec la France. Kiev, de son côté, salue une mesure contre, je cite, la machine de guerre de Moscou. Le nucléaire iranien, donc c'est la suite de votre grand dossier. Vous le savez, en dehors des dernières déclarations, Donald Trump qui avait précisé que aujourd'hui serait donc signé un accord. Il soutenait que l'Iran acceptait de ne jamais se doter de l'arme nucléaire. Un Donald Trump, et ça c'est assez intéressant, on va se poser quelques instants parce qu'on entend beaucoup parler, très souvent, qui n'a de cesse de dénoncer, cite, le pire accord conclu par Barack Obama en 2015. Donc on va faire 2026 en quelque sorte, comparaison avec 2015. On va notamment avec Elisa Cléache, que je vais aller rejoindre tout de suite pour voir ce qui l'en est. Elisa, bonjour. Je me rapproche de vous. Donc un président américain actuel qui critique cet accord, tout simplement, quelle différence y a-t-il ? Alors déjà, cet accord de 2015, il était considéré comme historique, non seulement entre les États-Unis et l'Iran, mais aussi avec la Russie, avec la Chine, le Royaume-Uni, l'Allemagne, et même nous, la France. On voit ici ces images d'archives, de la signature en 2015. Au total, une centaine de pages que l'on peut résumer en 3 points principaux. D'abord, limiter l'enrichissement d'uranium, et ce pendant au moins une décennie, pour que l'Iran ne puisse pas obtenir un uranium enrichi à 90%. Vous savez, c'est le stade de fabrication de l'arme atomique, et que donc cela puisse rester à un niveau d'utilisation civile. Pour pouvoir s'assurer de cette limitation, il faut bien sûr pouvoir contrôler. Et donc le deuxième point, c'est renforcer les inspections, renforcer les contrôles notamment de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et pour cela, en contrepartie, en échange, l'accord prévoyait un 3e point, la levée progressive des sanctions, notamment des avoirs gelés iraniens. Alors, est-ce que cet accord, il a été respecté ? Concernant les avoirs gelés iraniens, oui, notamment à partir de 2016. Concernant, cette fois-ci, en revanche, la limitation de l'enrichissement d'uranium, alors un accord de l'AIEA nous dit bien en 2019 que c'était respecté
jusqu'ici, mais ensuite les choses se sont un petit peu gâtées, notamment parce qu'on rappelle que Donald Trump a quitté cet accord avec l'Iran, et puis également lors des frappes israélo-américaines en juin 2025, on le rappelle, sur des sites nucléaires iraniens. Cela a mis fin à la collaboration de l'Iran avec l'AIEA et donc au contrôle de l'enrichissement de l'uranium en Iran. Alors Elisa, si je retiens bien tout ce que vous avez dit, ce que vous m'avez noté, 1, 2015, c'est limiter l'enrichissement d'uranium, 2, renforcer les inspections, on l'a vu, 3, donc lever les sanctions. Mais voilà, que propose Donald Trump de plus que cet accord de 2015 qu'il n'arrête pas de critiquer? Alors déjà, il faut rester très prudent, d'abord parce qu'on ne parle même pas d'un accord, mais d'un protocole d'accord, et surtout qu'il n'est même pas encore signé. En revanche, Donald Trump a donné quelques précisions dès hier soir. Déjà, le déploiement de ces bombardiers que l'on voit, ce sont des bombardiers B-2 qui se rendraient donc en Iran et qui viendraient, je cite, détruire la poussière nucléaire, c'est-à-dire détruire l'uranium enrichi. Il voudrait même le retirer de l'Iran. Il a même indiqué hier sur son réseau Truth Social que l'Iran ne voulait plus regarder obtenir l'arme nucléaire. Mais côté iranien, on n'a jamais rien affirmé de tel et surtout, on parle davantage de dilution et non pas de destruction de l'uranium. Et puis enfin, dernier point, on parlait de la levée des sanctions, de ces compensations financières. Alors qu'en est-il ? Une agence de presse iranienne a mentionné un déblocage de 24 milliards de dollars d'avoir gelé les Iraniens, alors que du côté américain, le vice-président J.D. Vance a affirmé, regardez, qu'aucun fonds n'est débloqué simplement pour avoir signé un accord ou participé à une réunion. En fait, pour l'instant, la seule différence qu'on a entre l'accord de 2015 et celui d'aujourd'hui, c'est que seulement un des deux a été signé. Très clair, en tout cas, très intéressant. Elisa, le général était comme chez lui à la télé, il nous a regardé, il s'est retourné, il a écouté avec attention ce que vous avez expliqué. Justement, général, accord 2015-2026, j'allais dire, est-ce que là, on n'est pas face à un Donald Trump, finalement, qui aurait mieux fait de regarder ce qui s'était passé et garder ce qui s'était passé en 2015 ? Alors, je crois que votre avis est général. On voit bien, il est très probable qu'on arrivera à une situation qui sera beaucoup moins favorable aux États-Unis et je dirais à l'Occident que la situation précédente. Là n'a pas été mentionné quelque chose, et c'est tout à fait normal, c'est l'affaire du détroit d'Ormuz. Et il est clair aussi que le détroit d'Ormuz ne sortira pas indemne, ou plutôt sa liberté de circulation à l'intérieur de ce détroit. Et dans cette affaire du détroit d'Ormuz, qu'est-ce qui est détricoté petit à petit ? C'est encore un peu plus ce droit international, le traité de Montego Bay, le traité de Montreux, etc. Donc on voit bien qu'on assiste véritablement à un recul du droit international et de l'incapacité de l'Iran à produire une arme nucléaire. Donc oui, c'est une guerre parfaitement négative, mais qui coûtait fort cher. Elisabeth, cet accord de 2015, finalement, est-ce qu'il était meilleur ? Et si si justement, lapsus, si justement Donald Trump se retire de cet accord en 2018, est-ce que c'est vraiment, j'allais dire, pour l'accord ou c'est à cause d'une détestation qu'il a pour Barack Obama? Alors, moi, j'ai tendance à penser que c'est pour le deuxième. C'était la détestation. La détestation. Pourquoi? Plus les Israéliens. Plus, effectivement, les Israéliens, mais les Israéliens qui critiquaient quoi? Le manque, par exemple, des questions sur le balistique et les questions sur les proxys. Or, si on arrive à un accord, si l'uranium est laissé, par exemple, sur place et on fait confiance aux Iraniens pour le diluer, et que ni les balistiques ni les proxys sont évoqués, les Israéliens et le reste de la région sont dans une situation qui est pas aussi bon qu'en 2015. Donc aujourd'hui, on a quand même cette impression qu'il a un accord qui n'est pas au niveau de 2015, qui était déjà difficile à négocier. Il faut se rappeler, c'était 12 ans au total, d'abord avec les Français, les Britanniques et puis avec les Américains. Donc on n'est pas sorti de l'auberge sur la paix. Non, mais justement, ça avait été d'abord un accord extrêmement long, parce qu'on commence les négociations en 2003, juste après l'intervention américaine en Irak. L'Iran a peur. Il voit l'avertissement, et là, il reconnaît pour la première fois qu'il a un programme nucléaire, alors qu'avant, il le niait. Donc, ça a été un processus long. L'accord de 2015 avait plein de trous, notamment sur la question du balistique, du soutien aux mouvements régionaux, etc. Bon, c'était un compromis, mais il y avait une chose centrale, qui était les inspections de l'AIEA, qui finalement ont fait le job, qui effectivement ont mis le doigt plusieurs fois sur des manquements, des mensonges, etc., y compris souvent ou à l'occasion alimentés par les Israéliens. Donc ce qu'il y a aujourd'hui, d'abord, c'est qu'il n'y a rien sur le nucléaire.
C'est-à-dire, dans le protocole d'accord, au mieux, on dira, on va discuter du nucléaire. Mais on ne sait absolument pas ce dont on va discuter. Il y a un truc précis qui serait le trophée, entre guillemets, pour Donald Trump, qui sont les 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Alors lui dit, on veut les prendre pour les diluer nous. Les Iraniens diraient, nous, on veut les diluer sur place. Bon, mais d'une certaine façon, ce n'est qu'un aspect de la question. Le centre de la question, c'est tout le reste. Alors c'est vrai que le programme, selon les spécialistes, a pris énormément de retard à cause des destructions, etc., etc. Mais bon, dans les têtes, il reste. Et la vraie question, donc, sera de nouveau celle de pouvoir le contrôler. Alors, dernier point. Donc, on disait, oui, que Trump dit que l'Iran dit qu'il s'engagera à ne plus avoir d'armes nucléaires. Bon, il faut se rappeler qu'il y a une fatwa du défunt guide suprême Ali Khamenei, qui disait que les Iraniens ne veulent pas de l'arme nucléaire. Ce qui les a jamais empêchés de lancer tout leur programme d'investissement militaire, etc. Donc on peut très bien imaginer les Iraniens signer un truc en disant que l'arme nucléaire c'est pas bien et nous la condamnons, etc. Faut pas oublier, dernier point, c'était l'imam Khomeini qui lui-même au début avait interrompu le programme nucléaire qui avait été lancé par le Shah, parce que c'était un truc d'impérialiste et de capitaliste athée. Robert, deux choses. Premièrement, il y a quand même quelque chose d'assez ironique dans cette situation. Donald Trump et son administration ont eu pour objectif de mettre à bas ce qui demeurait du système multilatéral post-45 et de contourner les institutions multilatérales style ONU. Et si, parce que je ne pense pas que cela arrivera, s'il y a vraiment la mise en place d'un nouvel accord au cours des prochains mois, prochaines années, comment pourra-t-il y arriver sans une concertation internationale et l'aide d'instances multilatérales style l'ONU et ses agences? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je rejoins ce qui vient d'être dit par Marc. Soyons réalistes. Il n'y aura pas d'accord sur le nucléaire. Une fois que Trump aura eu son bout de papier dans quelques jours, une fois qu'il aura clamé victoire, une fois qu'il aura probablement, comme je le dis en plaisantant, clamé victoire même sur le Vietnam, on dit on a gagné le Vietnam, on a tout gagné, alors on passe à autre chose. Il va littéralement passer à autre chose. Il va y avoir des négociations. On va en parler de temps en temps. Mais les Américains vont tout faire pour les faire oublier de la part de l'opinion publique. N'oublions pas qu'il peut y avoir une bascule, probablement d'ailleurs, au Congrès en novembre. Il n'y aura pas d'accord sur le nucléaire avant des mois, voire des années, et cela va plus ou moins tomber aux oubliettes, et les Iraniens pourront reprendre leur programme tranquillement. On va écouter, Xavier, vous allez voir, deux interventions. Vous allez me dire ce que vous en pensez, ce à quoi ça vous fait penser. Nous sommes en 2015. Barack Obama, après la signature de ce fameux accord. Le programme nucléaire iranien va être sérieusement limité pour de nombreuses années. Sans cet accord, l'Iran garde des moyens de créer un programme nucléaire. Sans accord, le programme nucléaire iranien serait sans limite et l'Iran pourrait se rapprocher de l'arme nucléaire. Et maintenant, Donald Trump, nous sommes 2 ans après, en 2017. L'accord avec l'Iran a été l'un des pires accords et l'un des plus déséquilibrés que les États-Unis aient jamais conclu. Franchement, cet accord est une honte pour les États-Unis. Et je ne pense pas que vous ayez fini d'en entendre parler, croyez-moi. Verdict, Xavier ? Verdict, il y a réellement un désir de vengeance, d'autant plus que ce qui est intéressant dans l'interview d'Obama, moi je m'en souvenais pas, c'est qu'il est très mesuré quand même. Hein. Il dit on est sur un chemin, mais de toute façon s'il n'y avait pas cet accord, ce serait bien pire. Ce que reproche d'abord Donald Trump à Barack Obama, c'est d'avoir donné de l'argent à l'Iran. Alors c'est faux. Obama les États-Unis n'ont pas donné d'argent à l'Iran. Il y a une somme de 30 à 55 milliards qui est souvent évoquée, qui étaient des avoirs iraniens gelés à cause justement de leur programme nucléaire qui ont été dégelés. Et d'ailleurs, dans les 24 milliards d'aujourd'hui, il y a une partie de ces sommes dégelées sous Obama qui finalement n'étaient jamais arrivées jusqu'en Iran. Donc on voit bien deux époques. On voit bien qu'en 2015, les choses étaient a priori sous contrôle, et je le répète, il y avait d'un autre côté les virus informatiques introduits dans les programmes des centrifugeuses iraniennes, il y avait aussi l'assassinat des scientifiques nucléaires iraniens, et puis on peut aller jusqu'au bombardement de juin dernier, qui contenait aussi le programme. Donc si le JCPOA avait pu continuer,
cumulé avec les actions d'assassinat ou de sabotage israéliennes, on pouvait réussir à contenir largement ce programme. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne le peut plus. Dans le JCPOA, il y avait aussi quelque chose de très important. C'était 11 tonnes d'uranium faiblement enrichi qui appartenaient à l'Iran et qui ont été transférés en Russie. On pourrait s'appuyer là-dessus. Ça a d'ailleurs été évoqué pour évacuer les 440 kilos d'uranium enrichi à 60%, mais aussi les quasi 9 tonnes enrichis à plus ou moins 20%. Et ça, c'est extrêmement important. On n'en parle quasiment jamais. Dans l'accord d'aujourd'hui, outre l'histoire, effectivement, le problème des proxys, il y a le balistique. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a vu le mot balistique, que ce soit dans l'accord iranien, évidemment non, mais même dans l'accord américain, on voit pas balistique. Or, je pense qu'aujourd'hui, dans le futur, le principal danger pour Israël, il n'est pas forcément nucléaire. En revanche, il peut être balistique. Parce que, conjugué à l'aide que peut leur apporter, d'une part la Corée du Nord, d'autre part la Russie, éventuellement sur des composants, sur du carburant, le propergol par exemple, la Chine, l'Iran peut, dans un délai assez rapide, être en mesure de lancer des missiles qui feraient très très mal à Tel Aviv ou à Jérusalem. Avec nous, c'est intéressant. C'était intéressant de se poser avec vous justement sur cette comparaison, ce comparatif de 2015 à 2026 sur l'uranium. Vous le voyez, ce sont ces images du 14 juillet 2015 lorsque ça a été signé. Notamment, cet accord, c'était à Vienne que ça s'était effectivement déroulé. Dans un instant, on va repartir pour Washington. Je vous rappelle notamment la principale information. L'Iran qui a dit « je vais stopper les négociations, notamment avec les États-Unis ». Le pourquoi, il faut remonter, on vous l'a expliqué. Ce sont ces frappes qui ont eu lieu sur le Liban menées par l'armée israélienne. Israël qui dit je m'attends à ce qu'il y ait une riposte sur mon territoire. Le président américain qui a réagi sur son propre réseau social en disant en quelque sorte cela n'aurait jamais dû arriver. Voilà où nous en sommes. Juste si on peut me dire si on a notre correspondante ou pas, Sonia Dridi, voilà, parce qu'on l'attend. Elle est en train de, pour tout vous révéler dans les coulisses, elle est en train de se connecter. On la rejoindra. Elisabeth, encore une fois, est-ce qu'on a un Donald Trump qui est totalement dépassé ou qui finalement se dit ce soir c'est mon anniversaire, 80 ans, on verra lorsque je me réveillerai demain. Je pense qu'on peut avoir les deux en réalité. C'est son anniversaire, il y a aussi le G7 qui arrive. Je pense que c'est quelqu'un qui pense d'abord à lui en quelque sorte. Donc certainement il va fêter son anniversaire, mais ça n'empêche pas une frustration. On a vu, il a dit aux Iraniens, aux Israéliens, donc ne fais pas sauter cet accord, enfin ce pré-accord en réalité. Aujourd'hui, le Hezbollah a priori a refrappé donc dans le nord d'Israël avec un drone. On voit très bien et on imagine très bien que le Hezbollah va continuer de frapper et que les Israéliens vont à un moment, si ça continue, répondre. On sait aujourd'hui que quand vous parlez de dépasser, que Donald Trump peut-être ne comprend pas totalement la nature ni de la région ni de certains acteurs, y compris l'Iran, et c'est une partie du problème peut-être de fond. Sonia Dridi est avec nous. Rebonjour Sonia, depuis Washington. On a vu effectivement le message de Donald Trump il y a quelques instants. Président américain, ne gâchez pas tout en s'adressant. Oui, parce que Donald Trump est très pressé, on le sait, d'avoir un accord, de ne plus être... Alors qu'aujourd'hui, c'est la célébration en grande pompe de son 80e anniversaire. Le 4 juillet, c'est les 250 ans de l'Amérique. Et comme l'a dit Elisabeth juste avant, on sent que parfois, il a fait preuve de naïveté sans imaginer toutes les difficultés face à son empressement. Et d'ailleurs, selon CNN, pourquoi aussi il voulait signer cet départ, il a dit que cette signature se fera peut-être en Europe, mais son vice-président qui devait être présent ne pouvait pas partir puisque Donald Trump
Trump, lui, doit partir dans quelques heures pour la France pour le sommet du G7 et le président et le vice-président ne peuvent pas être à l'étroit. Parce qu'il y avait un empressement du côté américain parce que certains de ses conseillers étaient conscients que ce processus de négociation et cet accord cadre pouvait très vite dérailler. Donc on sent évidemment une frustration de la part de Donald Trump qui aujourd'hui appelle les deux parties à la retenue, qui il y a quelques jours déjà avait dit sa colère au Premier ministre israélien après des frappes sur Beyrouth en pleine négociation. Alors selon Axios, on a un peu plus de détails. On notifiait, comme c'est l'usage, le Centcom juste avant la frappe à Beyrouth, mais ce n'est pas clair si l'administration américaine qui continue d'afficher un certain optimisme. Il y a peu, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth était sur une émission en direct de CBS et il a notamment dit qu'il ne pensait pas que la frappe à Beyrouth, la frappe israélienne, allait perturber, que la réponse d'Israël était très mesurée. Et puis, il a également mis la pression sur Téhéran en disant si l'Iran veut que ces négociations tiennent, ils doivent retenir le Hezbollah. Merci beaucoup Sonia Dridi pour toutes ces explications. Point de vue maintenant dans le grand dossier d'Edouard Kuckerman. Bonjour, vous êtes ancien porte-parole de l'armée israélienne, en direct avec nous sur LCI. Au vu des dernières déclarations, des dernières images que l'on a vues sur LCI, j'ai envie de vous demander, est-ce que Israël peut continuer seul cette guerre face à l'Iran ? Israël a fait une intervention en juin 2025 seul face à l'Iran. On a opéré avec 12 jours d'action de l'armée de l'air israélienne en ciblant les infrastructures militaires, nucléaires, en ciblant également les leaders de ce régime des Mollahs, sans avoir la présence et le support des Américains. Uniquement au 12e jour, les Américains sont intervenus. Donc Israël a montré que si il pensait que il y avait un véritable danger, Israël interviendra en Iran. Et je pense que même s'il y a un accord qui est passé, il sert, comme le disait d'ailleurs J.D. Vance, l'intérêt des Américains, il y a également l'intérêt des Israéliens. L'intérêt des Israéliens, c'est que personne n'attaque la population israélienne, qu'elle soit au centre d'Israël ou au nord d'Israël. Or, le Hezbollah prend des initiatives depuis le 7 octobre pour massacrer des civils, pour cibler des civils. Et ça, c'est pas quelque chose qui peut être accepté en Israël. Et peu importe qui sera le Premier ministre aux prochaines élections à partir de octobre 2026, quel que soit le Premier ministre, clairement, Israël ne peut pas se permettre de se faire attaquer ou qu'on cible la population civile ou même les soldats israéliens sans rien faire. Donc, il est important que l'objectif américain soit atteint, mais également l'intérêt des Israéliens va être maintenu. Juste une autre question, et vous allez rester avec nous, bien évidemment, participer à ce débat, Edouard Kuckerman. On a vu ces déclarations effectivement de Donald Trump, qui, en quelque sorte, j'allais dire, presque réprimandait ce qui était en train de se passer en direction du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Est-ce que votre Premier ministre israélien obéit encore au président américain ? Contrairement au Hezbollah, qui est un proxy de ce régime iranien, Israël n'est pas un proxy des Américains. Israël, comme je vous l'ai dit, a son propre agenda, c'est la sécurité de l'État d'Israël. On avait 3 objectifs lorsque l'intervention en juin 2025 a démarré. C'est que s'il y a un accord, il faut que l'Iran cesse de développer l'arme nucléaire, qu'ils arrêtent leur programme de missiles balistiques. Et le 3e objectif, c'est qu'ils arrêtent de financer leur proxy. Et notamment le Hezbollah qui attaque continuellement Israël et qui également affecte l'ensemble des Libanais, puisque aujourd'hui le gouvernement libanais veut que le Hezbollah accepte également la résolution 1501 qui a été passée, qui est de quitter de libérer tout le sud du pays au sud du Litanie et que l'armement du Hezbollah soit remis aux forces militaires libanaises. Mais en fait, le Hezbollah ne répond qu'aux ordres de ce régime iranien. C'est pas du tout le cas d'Israël. Israël a également son indépendance, a son propre plan de sécurité et on va, comme on l'a fait jusqu'à présent, on va imposer
une approche qui permet de vivre en sécurité et en paix au nord de notre pays et dans l'ensemble de notre pays. Ne bougez pas, juste une dernière petite question, mais je vais entendre Romuald Surat en plateau. Formule d'Edouard Kuckerman, Israël n'est pas un proxy des Américains. Écoutez, il a tout à fait raison. Israël est un pays indépendant, c'est un allié des États-Unis qui, par contre, doit bien souvent suivre les directives américaines. C'est toujours le cas lorsque un allié a pour partenaire une puissance supérieure économiquement ou militairement à elle. Mais Israël n'a jamais été un vassal des États-Unis. Mais néanmoins, la situation est telle qu'aujourd'hui, que Netanyahou, dans l'esprit de Donald Trump, est devenu, je le répète, ce caillou, maintenant cette pierre dans sa chaussure, et que le président américain pourrait faire une telle pression sur le premier ministre israélien que celui-ci pourrait ne pas avoir d'autre choix que de suivre les directives américaines. Merci Romuald Surat. Juste une question toujours avec vous, Edouard Kuckerman. On a vu que Israël avait déclaré qu'elle se préparait à une potentielle riposte, notamment. Là aussi, vous imaginez ça comment ? Ça va dépendre de l'action qui est menée par l'Iran. Si l'action elle est menée par le Hezbollah, je pense que le Hezbollah va être ciblé. Par contre, si l'action est menée par l'Iran, je pense qu'Israël va répliquer en ciblant des objectifs iraniens. Jusqu'à présent, ils ont ciblé uniquement des infrastructures militaires iraniennes. Mais ils peuvent également décider de cibler des infrastructures qui ont ce qu'on appelle un dual use, à la fois des capacités, donc à la fois des applications civiles et militaires. Donc c'est pas, je pense, dans l'intérêt de l'Iran d'agir contre Israël directement, mais s'ils le font, je suis convaincu que Israël va riposter. Merci beaucoup, Edouard Kuckerman, ancien porte-parole de l'armée israélienne, d'avoir été avec nous sur LCI. Général Vincent Desportes, une riposte de l'Iran, de Téhéran en direction des territoires israéliens, ça pourrait là aussi, on se dit, ressembler à quoi ? À ce qu'on a connu par le passé lors des dernières attaques ou à quelque chose de totalement différent ? Alors, je crois que tout dépend du but finalement des Iraniens et de Netanyahou. Soit les deux, comme ça a été dit au début de ce plateau, veulent véritablement qu'il n'y ait pas d'accord, auquel cas on appuiera sur la gâchette sans retenue, ou bien on ripostera simplement pour dire on ne peut pas rester sans riposter comme cela vient d'être dit. Donc le problème est une appréciation politique du but à atteindre, plus que une riposte en elle-même. On va rejoindre tout de suite en Israël aussi, on y retourne avec notre correspondant Dror Even-Sapir. Rebonjour Dror, on redit les éléments qui sont à notre disposition, ces frappes israéliennes sur le Liban. On a vu Israël qui se préparait à une riposte potentielle, à une attaque potentielle vers son territoire. Téhéran qui dit oui, il y aura certainement une riposte. À l'heure où l'on se parle, il est 17h43 ici en France, qu'en est-il et quelles sont les dernières informations à votre disposition ? Écoutez, d'après un média local israélien en général bien informé, les États-Unis feraient pression sur l'Iran pour qu'il ne riposte pas à ce raid israélien sur Beyrouth. Donc on verra si ces pressions éventuelles ont fait leur effet dans les prochaines heures, probablement. Ce que l'on peut dire, c'est que le commandement de la défense passive qui s'occupe de la protection des populations civiles ici en Israël a changé ses consignes. Les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits, notamment les grands concerts. Mais demain, les établissements scolaires, en principe, resteront ouverts. En tout cas, à l'heure où je vous parle, c'est la consigne. Et le trafic aérien, l'espace aérien israélien, reste lui aussi ouvert. Donc, on s'attend à une riposte et on espère peut-être que d'éventuelles pressions américaines pourraient dissuader l'Iran de riposter. Dror, quand vous dites par exemple qu'au niveau des écoles, des fermetures, des concerts qui sont annulés, si je vous ai bien suivi, c'est une décision qui a été prise très rapidement, juste après les dernières déclarations et le fait que l'Iran dise on rompt les négociations et que ils disent voilà, potentiellement il y aura une attaque. Oui, c'est à peu près le même scénario auquel on avait assisté la semaine dernière. Simplement, les établissements scolaires, je le répète pour l'instant, aucune consigne de fermeture. En principe, les écoles, les universités resteront ouvertes demain. En principe. Maintenant, on va voir quels seront les développements dans les prochaines heures. Pas de rassemblement de plus de 5000 personnes. L'espace aérien qui continue de rester lui aussi ouvert. Donc, c'est une situation un petit peu mi-figue, mi-raisin. On s'attend, l'armée israélienne s'attend et se prépare à tous les scénarios.
et en même temps, il y a une lueur d'espoir. Est-ce que véritablement, comme les médias locaux l'affirment, il y a des pressions américaines très fortes sur l'Iran pour que l'Iran ne riposte pas pour, encore une fois, laisser une chance à la signature de ce fameux protocole d'accord entre Washington et Téhéran. Vous faites bien de le préciser, hein, j'avais mal entendu et mal compris, mais école qui reste ouverte, faculté pour l'instant, à l'heure actuelle. Marc Semo, vous restez avec nous, Dror. Oui, ça montre effectivement que pour le moment, Israël espère au moins une réponse très limitée, voire pas de réponse du tout. Mais là, on est en train de vivre un scénario qui risque malheureusement de durer assez longtemps, de ni paix ni guerre. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si Donald Trump est pressé d'arriver à ce protocole d'accord pour de nombreuses raisons, y compris son égolâtrie, les Iraniens aussi sont quand même dans une situation où le temps ne joue pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, en leur faveur. 90% de leur exportation de pétrole ont diminué de 90%. Économiquement, la situation est absolument tragique. Et donc, le régime est quand même obligé, là aussi, d'autant que cet accord, à bien des égards, fait la part belle à la plupart de ses exigences, malgré tout. On verra exactement ce qu'il en est, alors sur différents points de détail, dont la question de Hormuz et du péage ou pas péage, mais qu'on peut habiller, ou de la question des avoirs. Mais en tout cas, c'est pour eux une bouffée d'oxygène vital. Xavier. Il y a un jeu de rôle qui montre qu'on va arriver à quelque chose, en fait. L'Iran continue à faire monter les enchères. Faire monter les enchères, non pas sur son programme nucléaire, on l'a dit, de toute façon, on en parlera bien après, et certainement, on peut même imaginer que Trump ne sera plus là quand on aura peut-être une légère avancée. Mais en revanche, ils ont un énorme problème, comme le disait Marc, de liquidité, d'argent. On parle aujourd'hui de 2 fois 12 milliards de dollars. Le calendrier ne convient pas aux Iraniens. Les Iraniens ont demandé à ce que les premiers 12 milliards de dollars dégelés, c'est pas de l'argent que donnent les États-Unis, c'est de l'argent qui appartient à l'Iran et qui ont été gelés dans le cadre de sanctions et qui seraient débloqués. Les Iraniens veulent 12 milliards tout de suite et 12 milliards après très très vite. Ils parlent aussi de 300 milliards de reconstruction. Sous-entendu, dommages de guerre à payer par les États-Unis. Or, Donald Trump ne se sent absolument pas vaincu dans cette affaire. Pour lui, il est le vainqueur, il ne cesse de le répéter. Donc, le vainqueur n'a pas à payer, en fait. C'est toujours le vaincu qui paye. Donc là, il y a vraiment une différence. Et puis, effectivement, pour l'Iran, il s'agit très rapidement de trouver des moyens de subvenir aux moyens de sa population, que sa population, tout simplement, puisse manger, sous peine d'avoir des troubles qui pourraient à nouveau être extrêmement graves, entraîner une nouvelle répression et faire à nouveau chanceler le régime. Puis juste sur un point là-dessus, il y a aussi l'ensemble des avoirs gelés de l'Iran. Oui. Au-delà de ces 20 milliards qui sont chez les Qataris, on évalue, alors ça dépend des estimations, entre 100, 150 ou 200 milliards de dollars. Donc ce qui est quand même, alors là ça serait à beaucoup plus long. Ça c'est un horizon beaucoup plus long, lointain. Beaucoup plus long. Mais malgré tout, voilà, il y a cette réalité. Dror, toujours avec nous depuis Israël, notre correspondant. Est-ce qu'on sait, ce que fait ou est le Premier ministre israélien en ce moment, Benjamin Netanyahou? Écoutez, normalement, d'ici un petit quart d'heure, une dizaine de minutes, Benjamin Netanyahou, c'était ce qui a été annoncé en tout cas en début de journée, devrait réunir les membres du cabinet restreint en charge des questions sécuritaires et diplomatiques pour examiner la situation, examiner cette nouvelle donne. D'ailleurs, il est tout à fait remarquable de constater que les ministres israéliens sont restés très discrets, voire muets. Consigne a été dit de ne pas s'exprimer dans les médias, c'est dire l'embarras tout de même qui règne dans l'entourage de Benjamin Netanyahou et au sein de son gouvernement, face à ces développements auxquels les dirigeants israéliens ne s'attendaient pas. Et je parle de ce que l'on présentait hier et en début de journée, à savoir l'imminence de la signature d'un protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis. Je pense que l'élément essentiel de ces derniers développements, c'est la manière dont Israël en a été tenu écarté. Israël n'a pas été consulté. Benjamin Netanyahou n'a pas été consulté par Donald Trump, ou en tout cas trop peu, et c'est un motif d'inquiétude réel, bien évidemment. Et c'est de cette manière également qu'on peut interpréter le raid israélien aujourd'hui à Beyrouth, dans le bastion du Hezbollah de la banlieue sud de Beyrouth. C'est se rappeler au bon souvenir de Donald Trump.
Merci beaucoup Dror Even Sapir pour toutes ces informations. Regardez à nouveau, si vous ne l'avez, pardon, je vais y arriver, si vous ne les avez pas déjà vues, ça doit être dans l'ordre ces mots, les images d'où tout est parti. Ce sont ces frappes qui ont eu lieu sur le territoire libanais, ces frappes israéliennes. On va justement retrouver notre correspondant sur place, Arthur Saradin. Oui, on se trouve ici dans la banlieue sud de Beyrouth devant cette frappe qui a touché un appartement donc dans ce quartier de Rubaïri. Plusieurs personnes ont été tuées, 3 selon un premier bilan provisoire. L'armée israélienne dit avoir tiré 4 missiles avec 2 avions de chasse sur l'immeuble derrière moi. Alors maintenant, à savoir si cette frappe qui est assez inédite dans la banlieue sud, qui est relativement épargnée depuis l'entrée en vigueur du dernier cessez-le-feu d'avril 2026, si cette nouvelle frappe israélienne va pouvoir mettre en péril le cessez-le-feu qui était annoncé par les autorités. On se souvient d'ailleurs qu'il y a 2 semaines, un même assassinat dans cette banlieue avait provoqué l'ire de l'Iran qui avait tiré des roquettes sur le nord israélien en riposte. Aujourd'hui, le président du Parlement iranien et d'autres officiels iraniens menacent de se retirer des négociations à demi-mot. Donald Trump s'était inquiété il y a 2 semaines d'un épisode similaire et forcément on imagine l'administration américaine s'inquiéter aujourd'hui de cette escalade alors que dans le même temps au Liban les bombardements continuent dans le sud du pays avec des épisodes d'invasion qui vont de plus en plus au nord de cette ligne jaune qui avait été installée par l'armée israélienne. Le Hezbollah pour l'instant n'a pas fait de communiqué ni dit s'il allait riposter, mais il est certain que cette situation met en danger les négociations en cours alors qu'un accord paraissait imminent incluant le Liban dans un cessez-le-feu régional. Merci beaucoup Arthur Saradin. Ce dimanche, il fête ses 80 ans. Ouais, le président américain Donald Trump. Alors imaginez des gladiateurs et au pied de la résidence présidentielle. C'est historique, je pense que c'est du jamais vu, avec une arène de 28 mètres. Alors est-ce un événement patriotique ou un cadeau sur mesure? Je vous retrouve à nouveau Elisa Cléache. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le président américain a vu les choses en grand, en très très grand. Oui, avec un spectacle de MMA pour arts martiaux mixtes dans les jardins de la Maison-Blanche. Alors regardez son installation en accéléré sur ces images. Donc effectivement, l'événement est présenté comme une grande célébration sportive et patriotique à seulement quelques semaines de l'indépendance américaine du 250e anniversaire, le 4 juillet prochain. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est surtout les 80 ans de Donald Trump. Alors rappelons que ce n'est pas la première fois qu'un président américain fête son anniversaire dans les jardins de la Maison-Blanche. De quoi vous parlez, je pense. On a tous en tête, effectivement, le mythique Happy Birthday, Mr. President de Marilyn Monroe au président Kennedy. Mais il faut dire que cette année, Donald Trump a demandé un show pharaonique avec donc une arène au milieu des jardins de la Maison-Blanche, les gradins prêts à accueillir 4500 invités et au-dessus, une gigantesque arche métallique qu'on nomme la griffe. Alors pour la petite anecdote, Donald Trump a même comparé cette arène à la Tour Eiffel en suggérant que l'arène qui normalement n'est pas destinée à rester, une arène qui est temporaire, pourrait bien rester définitivement en toute simplicité, voilà, tout comme notre Dame de Fer. Et pour ces 4 heures de combat qui sont prévues de MMA, certains des meilleurs combattants de la planète, dont un Français, Cocorico, Cyril Gane, que vous voyez sur ces images, et il a d'ailleurs adressé quelques mots à notre micro. Écoutez. Il va y avoir de très belles choses le jour J. Ça va être exceptionnel visuellement parlant. Ça va être vraiment inédit. Donc vraiment, il y aura un aspect un peu festif. Et c'est comme ça que nous, les combattants, en tout cas, on le prend. Entre les 7 combats de MMA prévus, des séquences vidéo célébrant également l'histoire américaine et ses grandes figures qui seront donc également diffusées lors de ce show. Donald Trump veut définitivement marquer le coup. Avec un coût également 60 millions de dollars, même si un haut responsable à la Maison-Blanche a tenu à affirmer qu'il ne s'agissait pas d'argent public et que l'événement était entièrement financé par l'UFC, l'organisateur de ces combats de MMA. Et on croise les doigts donc pour Cyril Gane. Vous nous l'avez américanisé parce que c'est la fête ce soir à la Maison-Blanche. Effectivement, merci beaucoup Elisa Cléache. On voit ce que nous a montré avec notamment cette installation sur ces images d'Elisa.
là, ce président américain qui a vu les choses plus qu'en grand, ces versions XXL et Elisabeth, on nous dit 4000 personnes, notamment là, au sein de près de la reine, dont la moitié de militaires, 100 000 personnes qui sont attendues dans une sorte de fan zone, j'allais dire, installée à proximité, et les milliards de téléspectateurs aussi qui regarderont ce show. Qu'est-ce qu'il fait là, Donald Trump ? Il se fait plaisir. C'est ses 80 ans. Le MMA, on le sait. Avant, c'était le catch. Aujourd'hui, enfin depuis une trentaine d'années, c'est le MMA. Son grand ami, c'est Dana White, donc le patron du MMA, qui a beaucoup, à la fois influencé financièrement, notamment sa campagne. Il était à l'investiture. Je pense qu'il se fait plaisir. Effectivement, c'est un spectacle très américain. Il faut le dire. Un sport très populaire. Un sport très populaire, pas que avec des jeunes. Ouais. C'est pour ça aussi, on sait très bien que le président adore ce sport, comme beaucoup d'Américains. Il montre aussi son côté très, on va dire, anti-élitiste avec ce sport qui est un sport de tout le monde là-bas. Effectivement, le cage sur la pelouse de la Maison-Blanche fait un peu tâche, mais je pense qu'il se fait plaisir tout en marquant une sorte de symbole politique qui plaît aussi à sa base, avec les militaires qui sont triés par poids et par taille après. Ah oui, une sorte de pré-casting, de casting qui est effectué. Alors justement, Sonia Dridi, vous avez pu voir, vous, les installations, comment tout cela était monté. On a vu vos images sur LCI, mais j'allais dire que cet événement d'aujourd'hui n'a pas que des adeptes. Ses opposants, les opposants à Donald Trump, parlent, je cite, de bouffonnerie géante. Oui, et bien justement, après avoir eu accès en exclusivité à cette arène sur la pelouse sud de la Maison-Blanche, je suis passée de l'autre côté pour aller parler à des Américains qui, derrière tout un dispositif de sécurité, pouvaient apercevoir cette grande arche métallique pour un petit peu avoir leurs opinions. Il y a toujours des Américains qui viennent d'un peu partout dans le pays sur le Mall, cette grande étendue verte face à la Maison-Blanche, donc ça permet vraiment d'avoir un pouls de l'Amérique. Et les réactions étaient très partagées. Il y avait certains qui sont des partisans plutôt de Donald Trump, vraiment de tous les âges. J'ai vu des gens de différents backgrounds qui me disaient qu'ils trouvaient ça très bien, que c'était une façon de célébrer les 250 ans de l'Amérique. C'est aussi pour ça que ce combat a lieu. Et puis d'autres qui me disaient que c'était un désastre, qu'ils ont honte de cet événement. Donc en effet, pour les opposants de Donald Trump, c'est une nouvelle lubie du président. C'est ce qu'ils disent. Il faut savoir que l'événement coûte 60 millions de dollars, qu'il est financé par l'UFC, mais que cela va demander, toute cette organisation a aussi demandé de réquisitionner des employés fédéraux pour participer à l'installation de cet événement. Donc, pour les opposants, eh bien, cela est une lubie du président, alors que l'inflation est record depuis 3 ans. Merci beaucoup Sonia Dridi depuis Washington. Je précise que cette pelouse sud où est installée cette fameuse arène, je regardais, c'est là où ont été signés les accords d'Oslo avec Bill Clinton, ou encore, photo, on s'en rappelle aussi, le départ définitif de Richard Nixon après le fameux scandale du Watergate. Là, aujourd'hui, nous avons cette arène et un combat d'MMA. Et il faut pas oublier qu'il a quand même reconfiguré, on va dire gentiment, la Maison-Blanche et ses environs, notamment l'aile Est qui a été construite par Eleanor Roosevelt, qui a été détruit. Donc c'est pas ça qui l'inquiète le plus de désécrer le jardin. Par contre, ce qui est très important pour les Américains, c'est aussi cette question de coût de l'État fédéral. Ça va rester important. Général. Moi, je suis frappé. Je ne sais pas si c'est une bouffonnerie, mais en tout cas, je crois que ça décrédibilise encore un peu plus l'image du président des États-Unis. Et je ne peux pas m'empêcher de le comparer à Georges Clemenceau. Il est en guerre actuellement. Il ne sait pas où il va. Quand Georges Clemenceau est en guerre, il dit: moi, je fais la guerre en politique, je fais la guerre en économie, je fais la guerre. Et bien lui, au lieu de faire la guerre, il organise un match entre des gladiateurs. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Vous ne seriez pas déguisé en gladiateur pour aller faire un match de MMA, Général? Écoutez, je n'ai plus tout à fait l'âge de faire du MMA. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. À vous de nous avoir suivis. Une émission comme tous les grands dossiers, notamment avec Amélie Carrouer, à retrouver sur les plateformes de streaming audio.